Salam alaikum, Mazouflaoun. Bonsoir. Certaines actions politiques ne valent que ce que valent leurs intentions. Elles peuvent être majeures, décisives, des événements marquants, mais si les intentions qui les ont motivées sont sordides, alors elles seront comme autant de vains épisodes qui ne seront appréciés que selon les sombres motifs qui les ont impulsés. La dissolution du DRS, par exemple, et son remplacement par une autre structure, est une révolution en soi, un immense bouleversement, un chamboulement tout à fait inespéré. Qui aurait cru, il y a quelques mois seulement, que le jour viendrait où le DRS, Dar el-Ghul, comme l'appellent les Algériens, une dynamique de domination, d'oppression, de mort, une machine très complexe qui contrôlait tout le pays, sans laquelle aucun commis de l'État, aucun, ne pouvait être nommé, ni aucun président élu, ni aucun général décoré, sans l'aval catégorique, décisif du DRS, c'est-à-dire celui de son puissant chef, qui s'était lui-même désigné sous le très significatif pseudonyme de Arab Betzaïr. Astaghfirullah. Dissoudre le DRS était proprement hors de question. Personne n'aurait cru que cela pouvait être possible, parce que le DRS avait la haute main sur tous les leviers décisionnels et parce qu'il entretenait des relations privilégiées avec toutes les grandes puissances du monde, avec tout ce qui était noir et nocif, et qu'en Algérie, avec tout ce qui compte dans le pays comme personnalité qui pèse un tant soit peu. Des gens qui lui mangeaient dans la main pour rester polis. Mais il n'y avait pas que les nominations et les dégommages qui relevaient du DRS. Il y avait aussi la distribution de la rente qui ne pouvait pas se faire sans lui. C'est le DRS qui était à la commande de la grande Zerda. Aucune, je dis bien, grande corruption ne pouvait se réaliser s'il ne l'autorisait pas, s'il ne fermait pas l'œil. Ni aucun terrain de chasse ne pouvait être alloué à quiconque si le DRS n'avait béni l'opération. La seule fois, où cela lui avait échappé, allait lui coûter très cher. Ce fut celle de la caisse noire que Chakib Khalil avait réussi à créer pour les frères Bouteflika et qui leur permit de créer un nombre effarant de généraux et surtout de les acheter en bon argent. Chakib Khalil avait forcé les dispositifs financiers de vente des hydrocarbures et usant de détournements comme de grosses arnaques, il avait réussi à détourner des milliards de dollars. C'est cela, la seule fois qui échappa au DRS et qui permit aux frères Bouteflika de prendre l'ascendant sur lui. Jusque-là, jusqu'à ce tournant Chakib Khalil, le DRS tenait le pays par 1001 moyens, tous aussi efficaces les uns que les autres, et qui se déclinaient sous les formes les plus abjectes de la cooptation et de la répression. À côté de la distribution de la rente et des privilèges, il y avait aussi les pratiques presque ordinaires, de l'enlèvement, de la séquestration, des tortures, des viols, des exécutions sommaires, des carnages de masse, de la manipulation en tout genre, du contrôle quasi total de la presse, des relais sociaux, des syndicats, des principaux partis politiques. Sans compter le renseignement érigé en fine toile d'araignée. La synthèse des BRQ, bulletins de renseignement quotidien, qui atterrissaient chaque jour sur le bureau de Tawfiq, contenait des informations explosives sur quasiment tous les responsables algériens, du plus petit maire, président d'APC, jusqu'au plus puissant général, jusqu'au président de la République, jusqu'à sa famille, jusqu'à tout le monde. Tout le monde était fliqué. Et celui qui avait le contrôle du tableau de bord ne se faisait pas appeler Arab Betzaïr
pour rien. De la même façon que ce n'est pas pour rien que les Algériens disaient du DRS qu'il était Dar al-Ghul. Il était donc tout à fait inenvisageable de le neutraliser. Ce terrifiant DRS, puisque c'était lui qui plaçait à la tête de l'État tous les principaux barons du régime, depuis le chef de l'État jusqu'au maire de la plus petite commune du pays. Or, voilà qu'il vient d'être démantelé. Structure après structure, ses principaux officiers supérieurs remerciaient les uns après les autres, sauf ceux dont il avait été décidé qu'ils étaient susceptibles d'être encore utiles au nouveau maître. Toutes les griffes et toutes les dents du DRS lui ont été arrachées les unes après les autres, avec la collaboration très probable de son puissant patron, le général de corps d'armée Medine Mohamed lui-même. Medine Mohamed dit Tawfiq, dit Boussigar, dit Rabdzeir. Personnellement, et personne ne montra de l'idée que le DRS ne pouvait pas être ainsi laminé si Tawfiq lui-même n'y avait pas activement collaboré. Et quand tout fut fini, quand le DRS fut transformé en maison hantée, où n'errait plus que son grand patron, alors ce dernier a lui-même été limogé. On dit que c'est lui qui avait mis en place la mise en scène de son limogeage pour faire croire qu'il était lui aussi victime d'une grande purge à laquelle il avait lui-même contribué pour des raisons que nous évoquerons peut-être un jour quand nous les connaîtrons nous-mêmes. Il n'en demeure pas moins que le démantèlement du DRS, dans des circonstances normales, aurait été salué comme une immense victoire du peuple algérien sur ses bourreaux. Imaginez un peu que l'artisan de ce démantèlement, Saïd Bouteflika pour ne pas le nommer, ait réussi cette prouesse parce qu'il cherchait à sauver le pays de l'ogre qui le dévorait tout cru. Imaginez que Saïd Bouteflika avait entrepris et réussi cet exploit pour restituer au peuple sa volonté, sa souveraineté sur son propre destin, pour le débarrasser d'un monstre et lui offrir un service de sécurité qui serve la nation, qui la protège plutôt que de la saigner, plutôt que de confisquer à son seul usage tous les pouvoirs. Saïd Bouteflika, dans ce cas-là, si c'était le cas, serait rentré dans l'histoire pour l'éternité. Il serait devenu un héros et se serait hissé au niveau des plus grands shuhada, des plus grands révolutionnaires, de ceux-là qui avaient libéré le pays. Mais, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Dans ce malheureux pays, Saïd Bouteflika, les puissances qui le soutiennent et les forces d'argent, qui sont devenues ses excroissances et ses clientèles, n'ont agi ainsi que pour conquérir le pouvoir à leur seul bénéfice, pour chasser les anciens barons et prendre leur place. Un clou chasse l'autre, comme on dit. Et c'est ainsi que dans cette ambiance de fin de règne et de naissance d'un autre règne, depuis la même matrice, le pays continue d'aller à volo dans l'indifférence générale des citoyens ordinaires. Mais dans le même temps, pendant que l'opinion publique est aux abonnés absents, des cercles périphériques du pouvoir sont entrés dans une guerre ouverte. Certains parmi eux semblent ne plus rien avoir à perdre. Avec la chute du DRS, ils sont devenus orphelins. Alors, ils ruent dans les brancards, menacent de tout dévoiler, se découvrent des vocations de sauveurs du pays, d'un péril qu'ils disent imminent. Il ne reste plus que les liquidations physiques pour parfaire ce scénario de guerre ouverte. L'information sur un attentat perpétré contre le général de corps d'armée Gaïd Saleh, le puissant chef d'état-major de l'armée algérienne et vice-ministre de la Défense, vient secouer le sérail et apprendre aux Algériens que le spectre de la violence est bien réel. L'information n'a pas été démentie et la peur s'installe dans les hautes sphères du régime, pendant que tous les indices sont au rouge, pendant que l'Algérie sombre dans les plus sinistres records. Nous parlerons de cet attentat supposé contre Gaïd Saleh demain, dans notre émission de demain.
Aujourd'hui, Algérie Focus. Rumeur sur une tentative d'attentat contre Ahmed Gaïd Salah, le silence du MDN renforce les inquiétudes. Par Messinissa M. El Watan. Dissolution du DRS, création d'une nouvelle structure. Est-ce la fin de la police politique? Par Nejia Bouarisha. Impact24.info. Restructuration des services de renseignement. Gaïd Salah ne savait pas. avec nous aujourd'hui pour en parler, Yahya Bonouar, journaliste à Paris, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid à Alger, Faisal Mattawi, journaliste à Alger. Je rappelle aux internautes que j'ai mon laptop, comme on dit, avec moi et qui pourront m'envoyer leurs questions sur ma page Facebook, Jamaldin Benchinouf. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation et je salue vos invités et les téléspectateurs. Alors, Yahya, je vais commencer par vous poser une question que vient de me faire parvenir Sofiane Chouiter. Alors, peut-on construire un service de renseignement, il met service de renseignement entre guillemets, nouveau, et il met nouveau entre guillemets, avec à leur tête un général accusé par les victimes, les ONG, qu'il était un bourreau lors de la sale guerre? Quel est le mécanisme civil de contrôle de ce service pour qu'il n'abuse pas de ses missions? Vaste question, vaste programme. Oui, tout d'abord, permettez-moi d'apporter quelques éclaircissements par rapport à votre admirable introduction. Merci. Pour que les téléspectateurs et ceux qui nous suivent sachent exactement de quoi on parle. La différence entre service de renseignement et police politique. Tous les pays ont des services de renseignement qui surveillent leurs ennemis, qui surveillent les autres pays, qui surveillent y compris quelques nationaux qui verseraient dans le terrorisme ou qui attenteraient à la sécurité de l'État ou des citoyens. Une police politique, c'est une police qui, elle, surveille les citoyens algériens, dans le cadre de l'Algérie, dans le cadre des activités garanties par la Constitution. Quand un citoyen algérien milite dans un parti politique, dans un syndicat, dans une association, à l'université, ce sont des activités garanties par la Constitution. C'est légitime, tout citoyen algérien a le droit de participer à la vie publique. Et la police politique, c'est celle qui surveille les citoyens pendant ces activités légales garanties par la Constitution. Donc on fait bien la distinction entre les deux. Et la question qui se pose, est-ce que la police politique, avec la dissolution du DRS, a disparu? La réponse est non. De nombreuses activités de la police politique qui dépendaient du DRS ont été transférées au ministère de l'Intérieur et à la DGSN. Les citoyens algériens aujourd'hui sont surveillés dans leurs partis politiques, dans les syndicats, dans les associations et dans la presse par le ministère de l'Intérieur, la DGSN, comme il l'était par le DRS. Donc la question, est-ce qu'on doit aujourd'hui faire une fête et manger un grand couscous parce que celui qui nous surveille ne s'appelle plus DRS mais DGSN ou DSS et que le surveillant en chef ne s'appelle plus Toufir, il s'appelle Général Hamel ou le tortionnaire Tapak. Donc c'est absolument... on est en train de prendre les Algériens pour des canards sauvages. Il faut que les services, la police politique arrête de surveiller les activités légales des citoyens algériens dans leur propre pays. Ou sinon, qu'ils écrivent dans la Constitution qu'il est interdit de participer à la vie politique, qu'il est interdit de participer à la vie syndicale, etc. Si c'est légal, on n'a pas besoin d'être surveillé dans notre propre pays pour des activités garanties par la Constitution. L'autre partie qui consiste en un service de renseignement, elle est absolument légale et tout pays a le droit d'en avoir, à condition, bien entendu, que ce soit surveillé par les élus du peuple, le Parlement ou des commissions. Il y a des exemples dans le monde, on peut en trouver. Donc, mais justement, Yahya, oui. Justement, Sofiane Chouiter dit quel est le mécanisme civil de contrôle de ce service pour qu'il n'abuse plus de ses missions?
Si on parle des activités de services de renseignement, le plus répandu dans le monde, ce sont des commissions confidentielles dans des parlements élus à qui ces services de renseignement rendent compte. Ils sont placés sous l'autorité du chef de l'État ou du Premier ministre, ça dépend des États, et ils rendent compte dans les parlements élus, aux élus du peuple, de ce qu'ils font, et ils sont étroitement surveillés par la justice pour qu'il n'y ait pas de dépassement. Ça, c'est la partie services de renseignement. Mais la partie police politique qui consiste à surveiller ses propres citoyens en les traitant comme des ennemis, en les surveillant comme si c'était des ennemis dans leur propre pays, ça, il faut que ça cesse. Et personne ne me racontera à moi que Tarpag, notoirement connu, tortionnaire, criminel, va faire autre chose que ce que faisait Tawfiq. Tarpag a participé ces 20 dernières années à la torture massive des Algériens, aux crimes, à tout ce qu'on reproche à Tawfiq et au DRS. Tarpag y a participé en étant partout, dans tous les sales coups. Jusqu'en 2011, il était DSI, directeur de la sécurité intérieure. Avant, il était dans d'autres missions et il a participé aux sales coups du DRS. Et aujourd'hui, on nous le présente mieux. On donne à Tarpag un ministère, alors que Tawfiq n'avait qu'un département au ministère de la Défense. Lui, il devient ministre. C'est absolument incroyable. Et pour le présenter comme un civil à la tête de ce service sécurité. Désormais, c'est un civil qui est à la tête de service sécurité. Pour la première fois depuis 1962. Ce n'est pas un civil. C'est ce qu'ils disent. Un général qui a participé ces 20 dernières années. Tout ce qu'on reproche aujourd'hui à Tawfiq, et on a le droit de le reprocher, il était un de ses adjoints et il a participé de la même manière avec lui à tous les sales coups. Donc qu'on arrête de le présenter comme quelqu'un qui va arranger quoi que ce soit. C'est en plus, lui, contrairement à Tawfiq, a mis la main dans le cambouis. Il a torturé, lui, de ses propres mains, et il a participé à des crimes directement, personnellement, puisque c'était un subalterne, capitaine, commandant, quand Tawfiq était déjà un chef. Donc la responsabilité, c'est la même. Mais qu'on arrête, il faut qu'on cesse et qu'on arrive, et que les dirigeants arrivent, et qui s'appellent Saïd Bouteflika ou Abdelaziz Bouteflika ou Tawfiq ou Tarpag, qu'ils admettent que les citoyens algériens ont le droit de participer à la vie publique dans leur pays sans être surveillés. Justement, Yahya Bounoir, restez avec nous. Nous allons demander à Sofiane Djilali, qui est avec nous, qui est un président du parti, ce qu'il pense de ce nouveau service et si son propre parti est contrôlé, surveillé. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vos invités et à vos téléspectateurs. Merci. Alors, avant de vous poser cette question que je viens de vous poser par ailleurs, est-ce que Bouteflika, à qui on prête donc cette faculté d'avoir réaménagé le DRS, est-ce que c'est d'abord c'est bien lui, et ensuite, est-ce qu'il a pensé à mettre en place des mécanismes, comme nous l'a demandé Sian Schweiter, à même des mécanismes civils, des mécanismes judiciaires, des mécanismes législatifs, tout ce qu'on voudra, à même de contrôler les abus éventuels de ce nouveau service qui a été placé sous l'autorité d'un civil? Écoutez, ça commence à être extrêmement complexe pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe, et très souvent on peut même être perplexe devant cette évolution. Simplement, je pense fondamentalement qu'on est face à une restructuration très profonde de la dimension sécuritaire de l'État. Bien sûr, il y a tout ce côté un peu noir qu'on peut répéter, dire le rôle des services de sécurité durant la décennie du terrorisme, et puis surtout dans les 15 années ou 16 années de règne de M. Bouteflika, qui finalement a utilisé l'instrument sécuritaire à sa guise. Mais au-delà de l'aspect un peu trouble ou un peu noir de tous les services, comme partout dans le monde, il est clair qu'il y a aussi une dimension sécuritaire nationale. Parce que je ne pense pas qu'il soit très raisonnable de réduire toujours à l'aspect purement négatif, qui existe, je le confirme, de ce genre d'organisme.
Maintenant, dans cette évolution, il y a une dimension qui, à mon sens, est une dimension un peu internationale. Lorsqu'on voit depuis à peu près 2001, en fait, depuis le 11 septembre 2001, avec ce qui s'était passé aux États-Unis, on voit que finalement, les pouvoirs classiques qu'avait défini Montesquieu, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, eh bien, à ces trois pouvoirs, il y a un quatrième qui s'est adjoint, c'est le pouvoir sécuritaire. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas maintenant en Europe, ça se développe de plus en plus, et dans tous les autres pays. Et je pense dans ce mouvement général, l'Algérie s'est mise aux normes, si je puis dire, puisque la menace maintenant est devenue multiple, protéiforme, elle vient de tous bords, etc. Bien entendu, l'aspect purement politique, contrôle de la vie politique, démocratique, associative, elle est là. Et c'est pas parce que le mot DRS a été enlevé et changé que cette pratique a disparu. Et ce n'est pas toujours le DRS qui faisait cela. J'imagine qu'il y a d'autres organes qui agissaient plutôt aussi, j'allais dire brutalement. Il y a les services qui dépendent de la DGSN, etc. Donc cet aspect-là, ce n'est pas M. Bouteflika qui vient nous démontrer aujourd'hui qu'il est un démocrate, ce qu'il n'a jamais dit qu'il était, et je pense que tout ça, ce ne sont que des mots. Et pour être encore sincère avec vous, je ne pense pas que M. Abdelaziz Bouteflika ait pu réfléchir et mettre en œuvre cette réforme-là. Elle touche les fondements de l'État algérien. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Algérie, l'État en tant qu'entité a été créé autour d'un pilier fondamental qui s'appelait l'ALN et qui s'est transformé en ANP. Maintenant qu'on aime cela ou qu'on ne l'aime pas, qu'on juge mal ou bien, peu importe, mais c'est un fait central, c'est aussi gros que le nez dans une face. C'est l'armée à la base qui était l'institution la plus organisée et que Mohamed Ben avait utilisée pour construire autour d'elle l'édification de l'État. Maintenant, il faut que cet État mue, il faut qu'il change. Il s'adapte bien entendu au contexte international, mais il doit se préparer aussi à un contexte interne. Or, ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est qu'avec l'effondrement dramatique des prix du pétrole, c'est toute l'économie de rente qui est en train de s'effriter et de partir en miettes. Or, dans quelques semaines, quelques petits mois, il risque d'y avoir des mouvements de population importants et ce ne sera pas l'armée qui devra faire face parce que l'armée a fait face à une très grave crise dans les années 90, ce qui a coûté énormément à l'institution. Mais là, Soufiane Djellali, en l'occurrence, ce service de renseignement, service de sécurité, passe du contrôle de l'armée à celui du président. Il n'appartient plus à l'armée, il est placé sous le contrôle direct du président de la République. Le DRS et avant lui la sécurité militaire ont toujours été sous le contrôle direct de la présidence. En théorie, Non, là, non, en l'occurrence, En pratique, bien entendu, dans les années 90, la dimension sécuritaire était tellement importante qu'elle était devenue très lourde dans l'équilibre. Mais légalement, ça a toujours été dépendant de la présidence. Je ne parle pas de la période fin 2014-2015, lorsqu'il y a eu le début du démembrement du DRS et certaines fonctions avaient été mises apparemment temporairement sous la coupe de l'état-major. Mais maintenant, de nouveau, c'est un organisme dépendant de la présidence. Maintenant, on va pouvoir dire exactement la même chose. C'est-à-dire que légalement, ça dépend de la présidence, mais dans les faits, c'est la dimension sécuritaire qui va primer, d'autant plus que nous n'avons plus de président. Mais comment expliquez-vous, Soufiane Djellali, comment expliquez-vous qu'un tel réaménagement puisse être possible sans qu'on y pense, ne serait-ce que pour la forme? Penser à mettre en place des mécanismes de contrôle, pour superviser, éventuellement demander des comptes, que le Parlement puisse intervenir, que le Sénat, qu'un quelconque organe législatif, juridique, judiciaire. Comment expliquez-vous cette carence? Pourquoi n'a-t-on pas pensé à mettre en place un mécanisme de contrôle? Deux choses.
D'abord, je pense que cette évolution s'est faite avec un accord profond des principaux chefs de l'armée, des services et de tous ceux qui s'occupent de la dimension sécuritaire. Donc ça ne s'est pas fait avec juste un coup de poing fait par M. X ou Y. Je ne crois pas du tout à la dimension presque surhumaine de M. Saïd Bouteflika. Ça, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'intention n'était pas dans la construction d'un État de droit, dans la démocratie. C'était simplement pour réadapter le régime algérien à un nouveau contexte. Tel qu'il était conçu, le régime algérien allait directement vers la dissolution. Nous sommes face à des problèmes extrêmement graves. Peut-être que tout le monde n'en a pas encore conscience, mais on va avoir devant nous des troubles importants. Et donc l'État s'est mis en situation de défendre son existence en quelque sorte. Donc n'essayez pas de lire ça à travers une évolution d'état civil et d'état de droit et de démocratie, mais d'une survie d'un régime qui a besoin de rassembler ses forces, de sauver ou de sortir l'institution militaire d'un conflit interne qui peut survenir et de laisser des services de renseignement et des services de contrôle de la société qui soient autonomisés, car ils auraient pu ou ils pourraient entraîner avec toute l'institution, ce qui aurait été très dommageable pour la suite. Restez avec nous, M. Njilali. Yahya Bounouar, avant de vous poser une question, alors Khalid Yassine Ourar, DRS, DSS, ils ont juste remplacé le R par un S. Quelqu'un d'autre vous demande, anti-gaz de schiste, Ain Saleh, il me demande de poser la question à Bounouar. Alors il dit, est-ce que Saadani fait partie de ces décideurs? Je vous laisse d'abord répondre à ça et puis je vous poserai ma propre question. Est-ce que Saadani fait partie des décideurs? Moi j'aimerais bien l'entendre. Si vous arrivez à lui poser des questions sur votre chaîne et vous lui dites Saadani n'arrête pas de parler d'état civil. Or aujourd'hui il y a le général Tartag que je répète notoirement connu pour être un tortionnaire et un criminel, qui dirige un ministère de la sécurité. Est-ce que c'est ça l'état civil de Saadani? Et encore une fois, moi je ne suis pas d'accord juste avec une formule peut-être malheureuse de Djilali, Sofiane, le contrôle de la société. La société n'a pas à être contrôlée. La société, ce sont des Algériens dans leur propre pays et ils font ce qu'ils veulent et même quand ils se trompent, ils ont le droit de se tromper et ils changeront quand ils s'en rendront compte. On contrôle des groupes armés, on contrôle des terroristes, on contrôle les ennemis du pays, de l'extérieur, les espions, on ne contrôle pas son propre pays. Un service de renseignement, c'est fait pour surveiller l'ennemi et non pas pour... S'il surveille les citoyens algériens, ça veut dire qu'ils considèrent les citoyens comme des ennemis, ce qui est totalement absurde. Ou peut-être que c'est logique pour eux et qu'ils considèrent que le peuple algérien est leur ennemi. Donc je referme la parenthèse. Alors, une question d'un autre internaute, Spike Bike. Il dit, alors, très intéressante, question très intéressante. Tout d'abord, il faut savoir que dans son temps, le DRS était composé de 6 directions. L'actuel DSS est un groupement des services dont la DGSN, la Gendarmerie nationale et la DSI. Tartag, en sa qualité de ministre conseiller, en est le coordinateur. Ma question est de savoir comment un conglomérat de services civils et militaires peut être sous la tutelle de la présidence. Et de deux, pensez-vous que Hamel, potentiellement ministrable, va accepter d'être sous les ordres de Tartag? N'est-ce pas là un cadeau empoisonné à Tartag? Je vous laisse répondre. Premièrement, je suis d'accord avec ce que disait Sofiane Djilali sur le fait que les services de police politique ou de renseignement ont toujours été directement liés au président. Depuis 1965 et le coup d'État contre Ben Bella, l'ASM était directement lié à Boumediene, puis directement lié à Chadli Bejdid. Toujours, c'était, et ce sont des militaires d'ailleurs, ceux qui vont travailler
sous les ordres de Tartak, ce sont des militaires. Mais de tout temps, c'était lié directement à la présidence. Il y a eu un cas, un accident de l'histoire, après le coup d'État de 92, le départ de Chadli, Tawfiq s'est retrouvé sans chef. C'est l'histoire qui a fait que son chef, c'était Chadli Ben Jdid, et après le départ de Chadli Ben Jdid, l'arrivée de Boudiaf qui a duré 6 mois, puis le haut comité d'État dont tout le monde sait qu'il n'avait aucun pouvoir, et Tawfiq à la tête du DRS s'est retrouvé sans chef, et il décidait tout seul, et c'est de là qu'il est devenu Arab Zayed, puisqu'il n'y avait plus personne pour lui dire tu fais ça ou tu ne fais pas ça. La preuve, lorsqu'il y a eu un conflit avec Yamin Zerouel, c'est Yamin Zerouel qui est parti et non pas Tawfiq, alors qu'avant, quand il y avait un conflit entre le chef des services ou de la police politique, le président changeait. Et cette fois-ci, c'est le président qui partait et non pas le patron des services. Mais pour refermer cette parenthèse, aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction, est-ce qu'on doit se réjouir et faire un grand couscous parce que ceux qui vont surveiller les Algériens ne s'appellent plus DRS et le chef ne s'appelle plus Tawfiq, mais s'appellent DSS et DGSN et les chefs s'appellent Tartag et Hamel. Voilà. Après, vraiment, c'est un débat pour un pays qui est à la dérive, ce débat. On est en train de discuter de qui va surveiller les Algériens dans leur activité garantie par la Constitution. Ça doit s'arrêter. Un service de renseignement ne surveille pas ses propres concitoyens, il surveille d'autres personnes. Yahya Bonouar, une question que tout le monde se pose en ce moment. Tawfiq a-t-il participé lui-même au démantèlement du DRS? On dit qu'il ne voulait pas laisser son bébé à qui que ce soit et qu'il aurait été d'accord avec Saïd Bouteflika pour le démanteler avant de partir, sauf qu'à la fin, il aurait rompu un deal. On dit qu'il aurait pris tous les BRQ qui sont archivés au DRS depuis 25 ans. Vous imaginez 25 ans de BRQ qui auraient disparu, c'est ce qui aurait allumé la mèche entre eux. Mais sinon, avant, on dit qu'il serait arrangé avec Saïd pour faire passer son départ comme un limogeage et que c'est lui qui a prêté main forte au clan Bouteflika pour démanteler ce fameux Dar el-Ghul. Qu'est-ce que vous en pensez? Très franchement, je n'y crois pas une seconde. Je pense, comme Sofiane Gilali, que ça s'est fait avec l'accord de tout le monde, de tous ceux qui décident, que lui-même a dû donner son accord après avoir compris qu'il ne pouvait plus s'opposer. Mais cette histoire de Tawfiq qui emmène tous les BRQ, j'y crois pas une seconde. C'est pas du tout. J'ai fait de longues recherches sur le personnage quand il était Arab Zayed. Et quand les gens avaient peur de citer son nom, ça ressemble pas au personnage. Je crois pas à ces histoires. Qu'il y ait eu un accord à un moment en fonction des rapports de force et que Tawfiq ait compris qu'il ne pouvait rien faire. Tawfiq a compris, je pense, au mois de mai, mois de juin, après la visite de François Hollande à Alger, après l'arrestation de son ami et son porte-voix Ben Hadid, après l'arrestation de son ami et son principal adjoint opérationnel, le général Hassan, a compris que le jeu avait tourné en faveur de Bouteflika et que dans sa conception de la vie politique, il ne pouvait plus s'y opposer et qu'il fallait mieux se retirer tranquillement avec l'accord de tout le monde. Mais ces histoires-là, ça ressemble vraiment à Hollywood, je n'y crois pas une seconde. Restez avec nous, Bonouar. Une question avant d'ouvrir le standard pour nos téléspectateurs à Sofiane Gilali. Sofiane Gilali, est-ce que les crimes du DRS vont être comme ça, passés, en perte et profit, on n'en parle plus, la bête est morte, ça y est, on enterre avec elle les crimes qu'elle a commis, on n'en parle plus? Tout d'abord, permettez-moi juste d'apporter une précision. Votre invité, Yahya Bonouar, qui a la gentillesse de me citer, mais je crois que dans un cas, il a mal interprété mes propos. Il n'est absolument pas dans mon intention
de contrôler la société. Je ne dis pas qu'il faille contrôler la société. J'ai dit que l'intention de ce régime était de contrôler la société. Donc, je ne décris que ce qui se passait. Ce n'est pas du tout à mon compte. Ce n'est pas moi qui veux contrôler la société. En tout cas, pas de cette façon, par la police politique. Donc, je ne peux pas assumer ce type de propos, bien entendu. Je ne pense pas qu'Yahya ait dit ça. Je n'ai pas compris, du moins comme ça, moi. Je crois qu'il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec moi parce que il estime que personne n'a le droit de contrôler la société. Donc, il avait, ce que j'ai compris, il avait pensé que c'était moi qui défendais cette fonction-là. Ce n'est pas le cas. Si je m'étais mal exprimé, je m'en excuse. Maintenant, on revient à votre question. Oui. Bon, il est clair que par phase, on l'a déjà vu en Algérie, mais comme aussi dans d'autres pays, il y a des changements de contexte qui font que tel ou tel organe ne répond plus ou ne correspond plus à la réalité. Vous savez que le DRS, finalement, lorsqu'il est né au tout début des années 90, il allait devoir affronter une situation insurrectionnelle où il y avait de la violence directe sur le terrain. Il fallait lutter contre cette violence, quelles que soient, encore une fois, les raisons. Mais une fois sorti de la période du terrorisme, de la période de la déstabilisation de l'État, probablement il aurait fallu aller plus vite en besogne et recadrer l'action de tous ces services. Ça n'a pas été fait. M. Bouteflika, son seul objectif était de se maintenir au pouvoir. Il avait trouvé là les instruments pour réprimer et la presse, et les partis politiques, et les personnalités, et il s'en est servi à tout va. Tout le monde sait que finalement c'est grâce au DRS que M. Bouteflika est resté au pouvoir. Mais au bout de ces 16 ou 17 ans, je pense que l'État, tout l'État, c'est-à-dire les grands décideurs, je ne saurais pas vous donner les noms, mais il est évident qu'il y a des décideurs, eh bien ceux-là ont dû peser le pour et le contre et estimer qu'il était temps de donner un nouveau visage à la dimension sécuritaire. Maintenant, jusqu'à quel degré l'étranger est intervenu, jusqu'à quel degré il y a eu pression de l'extérieur, est-ce que vraiment la France et les services français ont eu une main lourde dans ce qui se passe? Je pense qu'il faudra en tirer les conclusions un peu plus tard, parce que trop souvent, dans le feu de l'action, un peu, lorsqu'on a des jugements péremptoires, on finit par faire de grossières erreurs. Restez avec nous, M. Angileli. Nous allons donc ouvrir le standard à quelques-uns de nos téléspectateurs. Bouakaz Morad de Paris. Bouakaz Morad. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Morad. Je vous en prie. Bonjour. Moi, je vous appelle en fait par rapport à mon expérience avec la DRS, le département de renseignement de sécurité en Algérie. J'ai travaillé avec eux comme informateur. Et en fait, dès le début, moi, j'ai cru que je travaille pour le pays. Mais en fin de compte, ils m'ont demandé de monter au maquis, de faire une barbe. Ils m'ont dit clairement, le colonel Rostom m'a dit, si on te demande de tuer, il faut que tu le fais. Tu ne cherches pas à comprendre, c'est nous les patrons en Algérie. En fin de compte, j'ai bien compris que c'était des gens en fait qui travaillent pour leur compte. J'ai fait des surveillances visuelles, des surveillances auditives. On a surveillé même des généraux. Le général Shangriha de la 3e RM, qu'il avait en fait, moi j'étais كنت عطاوني مهمة باش نصور les biens تاع les généraux في عيون طرق في وهران. Allô? Oui, on vous écoute, Morad Bouakaz. Continuez. نصور les biens تاع les généraux في عيون طرق في وهران. ومن بعد قالوا لي كي امروني باش ندير اللحيه، كي درت اللحيه قالوا لي تخدم معنا في لي موسكي في المساجد. اون فان كونت كي خدمت معاهم في لي موسكي كنت نجيب لهم لي زانفورماسيون، كانوا الناس يروحوا في الباطل. اون فان كونت كي قالوا لي وجد روحك نطلعوك للجبل، انا فهمت باللي يعني مانيش نخدم للوطن، راني نخدم في للناس معينين.
Barakallahu fik, c'est Mourad Bouakaz. Laissez votre numéro de téléphone à Samia, on vous appellera. Hassan Lossef. Hassan Lossef, qui est un collègue journaliste. Hassan Lossef, merci d'être avec nous. Merci Jamal Din, salam alaikum. Mes salutations à tous les téléspectateurs d'El Maghrébia. Merci Hassan. Je vous en prie Hassan, vous vouliez dire quelque chose? Je pense que par rapport à cette structuration des services secrets algériens, la question que nous devons nous poser est la suivante. La structuration des services secrets algériens traduit-elle une volonté réelle de refonder démocratiquement le système, ou bien répond-elle à l'impératif de permettre au régime algérien de s'adapter à la situation géopolitique qui prévaut au niveau de l'Afrique du Nord et de l'ensemble de l'espace méditerranéen? Pour ma part, je pense que c'est plutôt l'impératif de s'adapter à cette situation géopolitique qui est derrière cette structuration. D'autant que il est de notoriété, il est un secret de polichinelle que les puissances étrangères jouent un rôle capital dans l'évolution des rapports de force au sein même de la composante clanique du régime algérien. Preuve en est, nous avons tous vu le balai des visites des représentants des chancelleries étrangères qui a précédé la présentation du nouveau projet de la nouvelle constitution, qui est en soi une nouvelle violation de la légitimité populaire. Donc, pour ma part, je dirais que cette nouvelle structuration ne veut nullement dire que la police politique algérienne disparaît. Cette police politique continue à assurer son rôle de colonne vertébrale du régime algérien. Merci Hassan Lossef. Jamal Dahairi, Iskandar Debesh. Merci Iskandar d'être avec nous. Oui Jamal, bonsoir. Bonsoir à tous les invités ainsi qu'à tous bonsoir Iskandar, bonsoir. Je vous en prie Iskandar. Ben, vous savez, j'ai lu ce soir que la décision de restructuration, pour la restructuration des services de sécurité a été prise sans l'accord du général Gaïd Salah. Alors pour moi c'est pratiquement de l'intox. C'est une intox visant à faire croire que le pouvoir serait réellement détenu par les civils, ce qui est absolument faux. En fait, il faut connaître un peu la psychologie du militaire en Algérie. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est-à-dire cette info signifierait que si le général a été marginalisé, donc le clan des Bouteflika aurait pris cette décision sans l'accord de l'armée, ce qui est impossible, vu que le DS lui-même d'abord est une structure de l'armée, est une des structures dépendant de l'armée. Je parle des décisions, en fait, c'est-à-dire prises dans un cadre strictement militaire. Et là, justement, il faut connaître justement l'état d'esprit des militaires pour le comprendre. Au sein de l'ANP, l'esprit de corps est exacerbé au point où les officiers, en fait, tout grade confondus, se considèrent comme une sorte de clan, même pire, comme une sorte de secte. Pour eux, il y a eux, les civils, et nous, les militaires. Et de ce fait, à part le président de la République, légalement considéré comme le chef suprême des forces armées, ils n'accepteront jamais qu'un civil empiète sur leurs décisions, même de manière informelle. Et donc c'est pour ça que je pense que on voudrait faire croire que ces décisions sont prises par des civils. Or, personnellement, je ne crois pas que Saïd Bouteflika ait suffisamment de pouvoir pour faire dissoudre le DRS ou pour le restructurer, ou même voire même, c'est-à-dire pour limoger quelqu'un comme le criminel Mohamed Mediane. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, ce sont des décisions qui sont prises par l'armée, dans le cadre de l'armée et dans un cadre strictement militaire. Ça n'a absolument rien à voir avec le pouvoir civil. Maintenant, le pouvoir civil, c'est-à-dire, bon, il est là, il fait à peu près ce qu'on lui dit et il suit les directives de l'armée, rien de plus que cela.
Voilà, Jamal. Merci Iskandar. Alors, un dernier appel, Jamel Dahairi, avant de revenir à nos invités, leur permettre de clore cette émission. Jamel Dahairi, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à vos invités. Bonsoir, merci Jamel. Bonsoir à tout le monde, aux téléspectateurs. Bonsoir. Écoutez, moi, je fais très court et j'emploie pas les mots du dimanche, les mots du dimanche, les mots politiques. Voilà pour la police politique dans notre pays et derrière beaucoup de frayeurs vécus par le peuple, comme tout le monde le sait, le peuple algérien depuis l'indépendance. Et au lieu de s'occuper des missions qui lui ont été dévolues, il a largement débordé sur autre chose, harceler les citoyens, les honnêtes hommes politiques, les médias, etc. etc. Je ne peux pas plus expliquer que ce qu'a expliqué M. Soufiane Djilali et son ami Yahya Bonouar. Yahya Bonouar, que je salue, et ce que viennent aussi d'intervenir comme Iskandar. Ils ont bien exposé le cas, sauf que on patauge toujours sur le même sujet, sachant que ce gouvernement, il fait ce qu'il veut, quoi. On a beau dire ce qu'il a fait, ce qu'on a vécu comme Algérien, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire encore. Par exemple, comme pour la Constitution, est-ce que c'est pas le DRS dissous qui a fait cette Constitution qui dit que voilà, la diaspora n'a plus le droit de participer à la vie politique de l'Algérie. Merci Jamel Dahairi. Je reviens à Yahya Bonouar. Est-ce que Gaïd Salah, en peu de mots, on est à la fin de l'émission, est-ce que Gaïd Salah aurait été vraiment maintenu à l'écart de ce réaménagement? Juste avant de vous répondre, justement pour si jamais j'ai mal compris ou mal interprété les propos de Soufiane Djilali, je m'en excuse. D'autant plus que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Ensuite, je ne sais pas franchement si Gaïd Salah, mais ça ne m'étonnerait pas de la part d'Abdelaziz Bouteflika ou de son frère, de ne pas le tenir au courant, histoire de lui montrer qu'il n'est qu'un subalterne dans la gestion du pouvoir. Mais cela voudrait dire, si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il est la prochaine cible. Ou en tout cas qu'il reste à sa place et que ce n'est qu'un petit à qui Bouteflika a délégué. Il faut rappeler que Bouteflika est le ministre de la Défense. C'est-à-dire que même quand le DRS dépendait du ministère de la Défense, c'est quand même Bouteflika le ministre de la Défense. Donc on va relativiser tout ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les services SM ou DRS, ou entre les deux il y avait des GPS et aujourd'hui DSS, tout cela dépend directement de la présidence, puisque de tout temps dans notre pays, hélas, le président était en même temps ministre de la Défense. Donc, ce que j'aimerais, là où on devrait arriver, et ce qu'on devrait tous demander, moi et les partis politiques et la société civile, c'est que les milliers et milliers de cadres, tous militaires, mais y compris maintenant des policiers, qui surveillent la population, qui surveillent les militants politiques, militants associatifs, militants syndicalistes, militants des droits de l'homme, que tous ces gens-là arrêtent de surveiller leurs concitoyens et soient mis au service des services de renseignement et qu'ils surveillent les terroristes, qu'ils surveillent les ennemis du pays, qu'ils surveillent ce qu'ils doivent surveiller et non pas leurs propres compatriotes. Merci. Si toute cette énergie est mise là où il faut, il n'y aurait plus un seul attentat en Algérie. Je rappelle que Belmokhtar est toujours libre, que Droudkel est toujours libre, que les terroristes les plus sanguinaires sont toujours libres, parce que des milliers et des milliers de cadres militaires et civils s'occupent de surveiller des militants dans leur activité légale, garantie par la Constitution, au lieu de surveiller des terroristes et ceux qui vraiment sont une menace pour la sécurité du pays. Merci Yahya Bonouar.
En espérant vous revoir bientôt. Sofiane Djilali, le mot de la fin. Mais j'aimerais juste vous poser une question. Je sais que vous n'avez pas la réponse, comme moi non plus, comme personne d'ailleurs. Que deviennent les émirs Hattab et Zitouni, et le Para, Abdelrazak el Para, qui étaient sous le contrôle à Ben Aknoun du DRS, parce que le DRS refusait de les remettre à la justice. Que deviennent-ils maintenant que le DRS n'existe plus? Écoutez, je ne saurais vraiment pas vous répondre. Moi, je ne suis pas spécialiste dans l'aspect sécuritaire. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a une certaine gêne de parler de tout cela parce que dans la définition même des services qui sont secrets, on essaye, nous, de faire une approche, de comprendre un peu ce qui se passe parce qu'ils sont dans le cœur de l'État, comme dans tous les États de toute façon. Et il ne faut pas être naïf. Maintenant, l'évolution à venir, je ne crois pas qu'il faille voir tout en noir ou tout en blanc. Toute évolution vient de différents rapports de force, de contraintes, comment dire, de réactions. La population, les élites, les cadres. Et jamais quelqu'un n'est totalement mauvais ou totalement bon à sa place. Il faut que les élites algériennes, il faut que les cadres algériens s'impliquent dans la vie politique, qu'ils s'occupent de cette dimension d'utilité publique. C'est extrêmement important. Et puis qu'on le fasse aussi dans le dialogue. Ça me permet de revenir à Yahya Bonouar pour lui dire je vous remercie. Je n'ai absolument pas mal pris le fait qu'il ait interprété de telle ou telle manière mes propos. Ça, au contraire, ça permet de mieux s'expliquer. Et c'est dans cet esprit d'échange, de dialogue, de compréhension qu'on peut aller de l'avant et construire un pays sérieux qui a besoin non seulement d'une économie, d'une démocratie, qui a besoin d'institutions, mais qui a besoin aussi de sa sécurité. Bien sûr qu'il faut en parler normalement dans les institutions, dans les enceintes démocratiques. Ce n'est pas encore le cas, mais espérons que ça sera le cas si vraiment on arrivait à aller de l'avant et construire cet état de droit que les Algériens maintenant, auquel les Algériens aspirent. Merci Sofiane Djilali, en espérant vous revoir encore dans ces émissions plus souvent. Merci à Yahya Bonouar. Dommage de ne pas avoir pu joindre Faisal Mattawi. Merci à nos invités qui nous ont appelés, à nos téléspectateurs. Cette émission est donc terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous demain où nous allons parler de ce fameux attentat qui aurait, ça reste au conditionnel, été perpétré contre Gaïd Saleh. Une charge explosive aurait été placée dans son hélicoptère. Selon certains, elle aurait explosé et fait des morts. Selon d'autres, non, elle aurait été désamorcée à temps. Nous en parlerons demain. Nous essayerons d'en savoir plus entre-temps. Et donc, à demain. Tsbah al khair, b'slama.